Génial, on est en ligne. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on est en direct pour notre 3e webinaire sur les bases. Ce soir, on investit les écrans de loisirs et le sommeil, qui sont deux sujets, deux thématiques qui peuvent être éprouvantes pour certains parents qui vont dire avoir de la difficulté à gérer les écrans à la maison, quoique énormément de personnel scolaire aussi me dit avoir de la difficulté à gérer les écrans dans les milieux scolaires, comment on en parle, comment on éduque nos jeunes, surtout comment les intervenants scolaires, les intervenants jeunesse me disent « Oui, mais comment, Caroline, tu veux qu'on investisse les bases étant l'écran et le sommeil alors qu'on n'est pas à la maison, qu'on n'est pas les parents? » On a énormément de pouvoir en action comme intervenant jeunesse sur les bases. Alors ce soir, écran de loisirs et sommeil pour participer au bien-être et améliorer le fonctionnement de nos jeunes. Donc, je nous laisse encore 1-2 minutes pour se brancher. Pouvez-vous me dire via ceux qui sont connectés avec moi via, pardon, j'essaie de voir, excusez-moi, avec Zoom, est-ce que tout fonctionne bien? Certains participants sont avec Zoom, d'autres sont via Facebook. Donc, juste m'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde. J'ouvre les ondes de chat aux 2 endroits. OK, génial. Sur Facebook, pouvez-vous me dire si ça fonctionne bien, si vous entendez bien, si vous voyez bien? Donc, on me dit parfait aussi. OK. Dites-moi donc dans la zone de chat, êtes-vous ici pour les écrans de loisirs ou pour le sommeil? Ou peut-être pour les deux? Mais est-ce qu'il y a un des deux sujets qui vous interpelle le plus? Puis j'aimerais savoir aussi, vous êtes ici avec quel chapeau? Est-ce que vous portez un chapeau de parent, d'enseignant, d'intervenant scolaire, TES, éducateur, éducatrice, psycho-aide? Êtes-vous un médecin de famille? Êtes-vous un intervenant en maison des jeunes? Donc, peut-être que vous avez plusieurs chapeaux aussi, là, c'est possible. Je porte le mien d'intervenante, mais j'ai également mon rôle de maman. Donc, j'aimerais savoir, vous êtes ici avec lequel de vos chapeaux? Donc, OK, on me dit, oh, OK. Oui, et c'est sûr qu'il y a un petit délai entre Zoom et Facebook, c'est tout à fait normal. OK. Alors, ici, une grand-maman qui est là pour le sommeil. OK. Et pour les autres, une mère qui est ici pour toutes ses réponses. OK. Mère et directrice de CPE. Ah, salut Véronique. Oui, hein, ça concerne assurément tes cocos. Orthopédagogue, écran et sommeil m'intéresse plus. On va voir le lien avec les apprentissages. Écran et sommeil directement reliés à la disponibilité aux apprentissages. Donc, voilà. Mélanie, allô Mélanie, qui est là, enseignante et parent. Oui, dans une superbe école. Un papa aussi qui est là ce soir. OK. Alors, on y va. Donc, on dit bonsoir, les deux, je suis intervenante, famille, petite enfance et maman également. OK. Donc, on a de tous les âges pour les enfants. Là, je vois CPE jusqu'à parents d'enfants, d'ados. Ça vous concerne aussi, hein? Quand je vais parler d'écran, je vais parler de sommeil. Ces recommandations-là tiennent pour nous également. Donc, ce soir, écran et sommeil. Je tiens à rappeler les bases, les 5 bases. On a vu déjà les 3 premiers piliers à la dernière réunion qui remonte un petit peu plus qu'une semaine, 10 jours environ. Donc, base, qui est mon approche que j'ai développée, 5 piliers indispensables au bien-être et au fonctionnement des jeunes. Le B pour bien-être de l'adulte, A pour activité physique, S pour stress, comme étant les capacités d'adaptation qui sont à développer, les stratégies de résolution de problèmes. On a ensuite le E pour écran de loisirs et le S pour sommeil. Si vous avez manqué le dernier webinaire dans lequel on parlait de ces 3 piliers-là, vous pouvez encore aller le voir. C'est en rediffusion sur ma chaîne YouTube, Caroline Couaré, vous allez les trouver. Je les mets là à mesure qu'on progresse ensemble dans les bases. Donc voilà, les bases sont là. Le programme base maintenant. Juste pour être clair, j'ai reçu beaucoup de questions cette semaine. Les gens disent, mais qu'est-ce qui distingue en fait les webinaires que tu fais là, gratuits, que je fais d'ailleurs continuer à faire. Là, il y a plein de Q&A qui s'en viennent et d'autres événements live gratuits. Les gens me demandent qu'est-ce qui distingue le programme de formation en ligne et les webinaires que je fais. Il y en a qui me disent, tu t'en donnes puis tu passes des soirées. Je te peux dire des fois à m'arrêter, là.
vivement les rediffusions. Je parle beaucoup et j'aime vraiment mon sujet. Alors, il y en a qui me disent, ben voyons, toutes les heures que tu donnes en ligne, qu'est-ce qu'on va aller apprendre dans le programme? En ligne, ici, je vous partage l'information, les impacts, des stratégies. Évidemment, on réfléchit ensemble, je réponds à vos questions. Dans le programme, on va beaucoup plus loin. On va, oui, dans mieux comprendre chacun des piliers, pourquoi ces piliers-là sont indispensables, comment ça fonctionne, quels sont les impacts si on les investit, mais quels sont les impacts aussi de ne pas les investir. Et on y va dans la mise en application. Comment je fais pour investir ces bases-là à la maison? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Comment? Étape par étape. Quand il y a des impasses, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais vraiment vous guider dans le comment le faire, comment le mettre en application, comment mesurer que ce qu'on met en place, ça fonctionne, comment savoir qu'on est vers le bon chemin. Si tu es un intervenant scolaire, un intervenant jeunesse, je te guide aussi à comment t'investir ces bases-là avec les jeunes. Parce que ce qu'on souhaite le plus, au fait, c'est éduquer les jeunes sur les bases. On veut que le plus tôt possible, ils soient éduqués, outillés pour prendre soin de leurs bases, pour prendre soin de leur propre santé mentale, pour ne pas avoir, ou du moins avoir le moins possible à gérer des problématiques de santé mentale. On veut arrêter d'être interventionniste, on veut être en prévention. Et on le sait, plus on va faire de prévention au niveau des bases, plus ça va diminuer les problématiques reliées à la santé mentale. Donc, le programme en ligne, c'est un 10 heures de formation, 2 heures de formation pour chaque base. En plus de ça, il y a des webinaires mensuels. Donc, à tous les mois, je suis en webinaire avec les participants du programme, exclusivement ceux qui ont participé au programme. On fait un webinaire pour approfondir et répondre à vos questions. Si vous faites partie du programme abonnement organisme, que vous venez des organismes communautaires ou du réseau de la santé, on ajoute à ces webinaires-là un autre webinaire mensuel. Donc, on est 2 fois par mois ensemble. Et là, je vous aide dans votre propre pratique. On va faire des exercices ensemble, on va aller comprendre, on va aller voir les impasses, on va aller démystifier comment le mettre en place dans votre pratique, comment investir chacune de ces bases-là selon votre différents milieux de travail. Donc, c'est là la grosse différence. C'est tout l'accompagnement, toute la compréhension du comment faire. J'ose croire que j'en donne beaucoup en ligne ici, puis c'est important pour moi de le faire, de vous rendre le plus d'informations possible accessibles. Mais le programme, c'est vraiment de l'approfondissement et de la mise en application. Le programme, il est encore en pré-vente. Donc, la pré-vente, elle continue encore après ce soir. Donc, vous pouvez écouter, puis là, il me dit, ben là, je sais pas, je voulais peut-être l'acheter, mais je veux voir ce que tu as à dire ce soir. Ben c'est bien correct, jusqu'au 24 novembre. Donc, et après, ça va continuer à être en vente, là. C'est jusqu'au 24 novembre, il est à 30 % de rabais avec le code promo #base 30 %. Donc, pas hashtag, excuse-moi. Base 30 %. Donc, sur c'est mon site web, baseapa.ca, tu peux trouver le programme. Base 30 %. Et il va y avoir une réduction de 30 %. Donc, voilà. Donc, ce soir, d'ailleurs, dès maintenant, si vous êtes sur Facebook, c'est pour ceux qui sont sur Facebook seulement. Donc, si vous êtes sur Zoom, allez sur Facebook pour écrire votre #base. Dans les commentaires, si vous écrivez #base, ce soir à 20h30, je fais tirer un accès individuel à mon programme base, mon programme de formation en ligne. Donc, vous pouvez aller sur Facebook tout de suite, écrire votre #base. Inutile de l'écrire 4 fois, ça le comptabilise juste une fois pour tout le monde. Et si vous pensez que ce qu'on fait ce soir, que les bases, ce que je vous propose avec mon approche base, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça peut aider un parent, un intervenant scolaire, si vous dites, moi, là, j'aimerais ça que les parents de mon CPE soient au courant, j'aimerais ça que les parents de mon école soient au courant, j'aimerais ça que ma communauté soit au courant, partagez le webinaire qu'on est en train de faire là. C'est en partageant cette information-là qu'on va avoir le plus d'impact sur les bases. Il faut rappeler, marteler que c'est tellement primordial de revenir aux bases pour que nos interventions fonctionnent. En ce moment, les plus grosses, il y en a plusieurs, là. Ce que je constate de ma pratique, ça fait 18 ans là, que je suis en intervention auprès des jeunes, des familles. J'ai travaillé dans tellement de milieux différents, en organismes communautaires, dans les écoles, dans les centres hospitaliers, en pratique privée depuis 9 ans maintenant que j'ai ma clinique. J'ai été en formation, j'ai participé à des programmes de recherche. Ce qui me frappe aux yeux, et ça ne change pas malheureusement avec le temps, c'est qu'on continue à agir sur les symptômes. On ne revient pas à la cause. Et tant qu'on ne travaillera pas la source des problématiques, les symptômes ne vont que changer. On va faire ce que j'appelle le jeu de la marmotte. Tu tapes ça à la marmotte aux arcades et elle ressort ailleurs. Tu tapes dessus, elle ressort ailleurs. Donc, si vous sentez que vous mettez beaucoup d'efforts à aider un jeune, que ce soit votre enfant ou un jeune que vous accompagnez, et que vous avez constamment l'impression de devoir recommencer, c'est que possiblement on ne travaille pas sur la bonne chose.
Ça ne veut pas dire qu'on travaille mal, bien au contraire, parce que la majorité des très, très bonnes interventions qui ne fonctionnent pas, justement parce que c'est pas les sources, la source qui est travaillée, c'est pas la cause, mais l'intervention en soi, elle est très, très bonne. Et ça nous amène à croire que soit que nous, on n'est pas bon, pas bonne, qu'on n'est pas assez compétent, pas assez compétente, ou que le jeune résiste et que le jeune ne veut pas. Et là, on entend, le jeune, il est rigide, et il a des problèmes de comportement, il résiste à notre intervention. Non, c'est le cerveau qui n'a pas ce dont il a besoin pour bien fonctionner et bien se sentir. Donc, c'est là les bases. Je vous les partage pour vous ce soir, mais les bases, c'est pour assurer que notre cerveau, a ce dont il a besoin pour être capable de réguler nos humeurs, de gérer notre stress et de fonctionner optimalement. Et quand on parle des jeunes, c'est leur développement de cerveau. C'est un cerveau il y a tellement de travail à faire au niveau du développement. On doit leur donner ce dont ils ont besoin pour être capable de se développer de façon optimale. Et ça, pour moi, c'est incontestable. Ça passe par les bases. Et mon expérience me l'a montré. Dès qu'on applique les bases, qu'on investit les bases consciemment, les symptômes se résorbent énormément ou voire vraiment, ils cessent, ils disparaissent complètement. Donc, c'est là où c'est pour tous les jeunes. Il faut me demander, est-ce que base, c'est seulement pour les jeunes qui ont des problématiques comme le TDAH, un trouble anxieux, des symptômes dépressifs, des idées suicidaires? Non, c'est pour tout le monde. Parce qu'on veut prévenir ces problématiques-là aussi. On veut être capable de minimiser les symptômes, d'apaiser, d'améliorer le fonctionnement des jeunes et des adultes qui vivent avec ces problématiques-là, mais on veut surtout améliorer l'état de santé mentale de tout le monde. Alors, on plonge ce soir, écran de loisirs et sommeil. Est-ce que d'emblée, vous avez déjà une question avec laquelle vous dites, moi ce soir, là, j'aimerais ça avoir cette réponse-là. Je suis ici pour ça, là. J'aimerais avoir cette réponse ce soir. Pose-moi ta question directement dans la zone de chat. Dépose-moi ça et je vais m'assurer de regarder avec Vanessa qui est là avec moi, qui va m'aider à lire les commentaires, à prendre vos questions. Alors, on va commencer par le fameux écran. Un peu pour les écrans. On va commencer par les recommandations. Mais en fait, attendez, je vais distinguer les types d'écrans. Parce qu'on ne veut pas faire peur, là. Quand on donne les recommandations, on fait comme attention, mais c'est parce qu'on utilise vraiment beaucoup d'écrans. Donc, on veut savoir de quel écran on parle. Les recommandations sont faites pour comptabiliser les écrans qu'on dit de loisirs. Les écrans de loisirs, ce sont les écrans sur lesquels tu vas, par exemple, aller sur les réseaux sociaux. Donc, pardon, tous les TikTok, Instagram, Snapchat, nommez-les Facebook, les jeunes sont un peu moins sur Facebook, mais quand même, encore une bonne proportion sur Facebook. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux. Il va y avoir également toutes les applications sur lesquelles on va jouer en ligne. Là. Les applications Tetris de ce monde, Ninja Fruit, nommez-les Candy Crush. Toutes les applications sur lesquelles vous allez jouer qui peuvent, cela dit, aussi être éducatifs. On peut être en train d'apprendre quelque chose, mais en même temps être stimulé par l'écran. Donc, on va quand même le comptabiliser comme un écran de loisirs. On va comptabiliser les jeux vidéo, les jeux sur console, les jeux en ligne. On va comptabiliser aussi le temps qu'on écoute des émissions sur YouTube. Quand tu vas aller écouter plein de capsules. Même quand on me dit, mais quand mon jeune regarde quelqu'un qui joue à quelque chose, il va regarder un gamer en train de jouer. C'est des écrans de loisirs. Donc, tout ça, c'est ça qu'on va comptabiliser. Donc, les recommandations au niveau de ces écrans-là, c'est pour le 0-2 ans, ce serait aucun écran de loisirs. Donc, on sait bien que la majorité des enfants sont exposés aux écrans de loisirs avant 2 ans. Cela dit, il faut savoir qu'avant 2 ans, le cerveau est extrêmement immature. Le corps a besoin de mouvement, de développement, de lien avec l'adulte et il n'y a pas un appareil sur Terre, aussi bien conçu soit-il, qui va aller remplacer l'adulte et mieux faire que ce qu'un humain peut apporter à un autre humain et surtout un bébé. Donc, il faut faire très attention à ce que le temps d'écran ne vienne pas interférer avec la qualité du lien parent-enfant, que ça ne vienne pas limiter les interactions, qu'on sait par exemple les applications comme Baby Einstein qui techniquement apprennent mieux au bébé à parler. Si tu achètes cette application-là, ton bébé va mieux parler que tous les autres. On sait que plus les enfants passent de temps sur Baby Einstein, moins ils maîtrisent de mots comparativement aux autres enfants qui n'utilisent pas Baby Einstein. Donc, faisons attention à ce qui est véhiculé en ligne sur ces applications-là. Vous dites c'est éducatif, votre enfant en a besoin pour son développement. Il n'y a aucun enfant qui a besoin d'un écran dans son développement. C'est un loisir. C'est un désir, ce n'est pas un besoin.
Le cerveau, il est d'ailleurs même pas fait pour se développer devant un écran. Donc, c'est certainement pas un écran qui va venir remplacer le parent. Donc, dans les 0-2 ans, ce serait aucun écran de loisir. Si vous avez des 0-2 ans qui s'exposent aux écrans, ce qu'on veut surtout, le plus loin possible de l'écran. Donc, leurs petits yeux sont tellement immatures, on ne veut pas qu'ils tiennent un appareil tout près de leurs yeux. Beaucoup trop de tension, ça peut créer des problématiques, dont la myopie. Donc, le plus loin que possible. Le moins longtemps que possible, toujours supervisé d'un adulte. Ça ne doit pas remplacer les jouets traditionnels, les blocs, les jouets. Et on ne veut pas mettre un bébé dans une chaise statique, là, une chaise haute, par exemple, et qu'il ne puisse pas bouger s'il aura envie de faire autre chose. Donc, on ne veut pas l'obliger à regarder la télévision parce qu'évidemment qu'il va être absorbé. C'est super stimulant, donc le moins possible pour nos tout-petits. Okay? En Europe, c'est 0 à 3 ans pour 0 écran. Donc, ici, c'est 0-2 ans. Donc, ensuite, 3-4 ans, c'est 1 heure au maximum d'écran de loisirs par jour. Toujours supervisé d'un adulte. On supervise évidemment le contenu, que ce soit adapté à l'âge. On y va par le... C'est toujours préférable d'y aller le moins de temps que possible. Par exemple, 3 fois 20 minutes dans la journée est toujours préférable qu'une fois 1 heure. Ça surstimule moins le cerveau. Encore une fois, le plus loin possible de l'écran. Si on a l'occasion de diffuser à la télévision plutôt que l'écouter sur le cellulaire, c'est de loin mieux pour la santé des yeux. Et encore une fois, ça ne remplace pas les jouets traditionnels. On ne veut pas pour nos tout-petits qu'ils apprennent à faire à l'écran des choses, des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas déjà dans la vie de tous les jours. Comme par exemple le fameux ciseau. On ne veut pas qu'on enfant apprenne à faire le mouvement ciseau à l'écran, on le fait comme ça. Donc on va aller peser sur l'écran, puis là c'est comme si on va manger la ligne. Là. Dans la vie de tous les jours, il est comme ça le mouvement. C'est pas du tout la même chose. Donc, on voit les enfants qui ont intégré le mouvement du ciseau à l'écran avant de l'intégrer dans la vraie vie, une difficulté après au niveau de la motricité. Même chose pour les casse-têtes. À l'écran, c'est clouc, on les colle ensemble et poum, poum, ça colle. Dans la vie de tous les jours, l'enfant doit être capable de manipuler le casse-tête et de comprendre que le morceau doit s'imbriquer dans l'autre. Autrement, on voit encore des enfants à la maternelle qu'on voit qui ont été surexposés aux écrans, des enfants dans les garderies qui vont pousser 2 morceaux de casse-tête ensemble sans comprendre qu'ils doivent le manipuler, le lever et le cliquer sur l'autre. Donc, c'est important qu'ils maîtrisent dans la vie de tous les jours avant les mouvements qu'on va proposer à l'écran par la suite. Pour nos plus grands, c'est l'âge général des enfants pour qui vous êtes là ce soir, du 5 ans et plus, c'est 2 heures au maximum d'écran de loisirs par jour. 2 heures pour nous aussi, là. Okay? On dit enfant, mais enfant, ado, adulte, jusqu'à la fin de ta vie, 2 heures au maximum d'écran de loisirs par jour, parce qu'au-delà du 2 heures par jour, on sait que ça vient modifier la façon que le cerveau fonctionne, même en dessous de ça, cela dit, parce que ça surstimule le cerveau. On va aller voir qu'est-ce que ça crée, pourquoi c'est autant addictif, pourquoi on se dit qu'on va faire juste 10 minutes sur Instagram ou juste 10 minutes encore sur TikTok, puis on est encore dessus 1h15 plus tard. Même si on dit qu'on est fatigué, qu'on a des affaires à faire, qu'on devrait plus lire, qu'on devrait plus s'entraîner, mais tout à coup, on arrive à passer 1h15 sur TikTok. Donc, c'est pas pour rien, c'est des machines qui sont conçues pour qu'on se connecte, pas pour qu'on se déconnecte. Donc ça, il faut le savoir. Mais ce qui est vraiment intéressant de se questionner, c'est que lorsqu'on dit 2 heures au maximum d'écran de loisirs par jour, il faut se ramener à qu'est-ce que ça représente 2 heures par jour dans une vie. Mais dans une année, on va parler des enfants, des adolescents, là, de cerveau en développement, 2 heures par jour représentent 30 jours complets par année de temps d'écran de loisirs. Donc, c'est important de savoir ce qu'ils font dessus. Parce que 1 mois sur 12 est figé dans le temps et il n'a pas l'expérience qu'il a besoin hors écran pour développer son cerveau, développer ses habiletés, développer ses compétences sociales, développer ses stratégies de résolution de problèmes, développer sa motricité, sa mobilité, développer son tonus musculaire. Nommez-le, là. 30 jours par année. Ça, c'est si on respecte les recommandations. Et si on respecte les recommandations, bien, en 12 ans, c'est une année complète de temps de développement mis sur pause. Donc là, on va y aller dans les statistiques, la réalité, combien de temps les jeunes passent en ligne. À ce jour, les adolescents passent en moyenne 8h30 par jour sur un écran de travail inclus. Mais l'écran de loisir, la moyenne est à 3,8 heures par jour. Si on va à 3,8 heures par jour, c'est 60 jours par année. 60 jours par année, là, 2 mois complets, qu'à chaque année, on prend et on met sur pause
pendant qu'on regarde TikTok, Instagram, Snapchat, puis là, les jeunes nous diront, et les adultes aussi, oui, mais il y a du contenu éducatif. Oui, ça, c'est quoi, 2-3% de ce qu'on regarde, là, très honnêtement, là. Donc, 2 mois par année, ben, en 6 ans, je t'aurais pris 1 an. Donc, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de retard de développement chez nos jeunes quand on regarde le temps qu'ils passent sur les écrans? Et pour les jeunes que j'ai pu accompagner en clinique, pour les jeunes pour lesquels je vais aller en intervention dans les écoles pour venir en soutien à l'équipe, pour les jeunes qui me rencontrent, les parents, quand je rencontre les jeunes aussi, je fais des conférences pour les jeunes et qui me disent, moi, je fais 6, 7, 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est pas anecdotique, là. Ça, j'en ai vu un puis un autre dans mon bureau, là. Mais ils sont là pour dépression, pour symptômes anxieux, pour troubles de l'attention, pour troubles du comportement. Et 6, 7, 8 heures par jour sur des écrans de loisirs. Et là, on ne compte pas le temps de télévision, là. Mais à un moment donné, il faut se questionner sur attention. Mais c'est bien évident qu'il va y avoir des problèmes. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Donc, c'est là que je vous dis, travaillons la source. Parce qu'un jeune qui s'expose, ce temps-là d'écran, assurément qu'il va avoir très fort probablement des problèmes de sommeil, des difficultés d'attention et de concentration, parce que le cerveau, il est surstimulé. Il y a du gros bonbon rapide. Les écrans, ce qu'ils amènent, c'est du plaisir instantané, sans délai ni effort. Répétons-le, là. Du plaisir instantané, sans délai ni effort. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui procure ça. Sans délai ni effort. Les écrans font sécréter de la dopamine d'une façon équivalente à ce que le sucre, la drogue et l'alcool vont faire. Donc, ce qui arrive, c'est que dans la vie de tous les jours, pour fonctionner, ça prend un niveau de dopamine. OK? Donc, imaginons, là, de façon très, très simplifiée, qu'un niveau de dopamine normal est ici. OK? La dopamine est impliquée aussi dans l'attention, la vigilance. Là, imaginez que, ben là, vous regardez la conférence ce soir et vous adorez, là, vous dites, mon Dieu, vraiment, j'adore ça, on va avoir des stratégies en plus. Là. Donc là, votre dopamine est plus grande, là, ici, là. Parce qu'elle fait comme, oh, attends, là, c'est que tu m'annonces que je vais avoir un renforcement, là. C'est ça que je suis à la recherche de renforcement. Et là, je vois qu'il va y avoir du renforcement. Donc, dopamine pour me amener un comportement orienté vers ce qui va me donner cette sensation et ce renforcement. Donc, imaginons qu'on est rendu ici. Mais les écrans de loisirs, c'est là. Il n'y a rien de comparable aux écrans de loisirs. Il n'y a pas un prof, une prof qui va jamais être comparable à Fortnite, à Twitch, à TikTok, à Snapchat. Il n'y a personne qui va être compétitif contre l'envoi des feux que les jeunes se font, envoyer des photos et gagner des feux et avoir si peur de perdre les feux qu'ils ont accumulés. Hein. Les feux, je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est sur Snapchat. C'est une façon d'entretenir les jeunes et de s'assurer qu'il y ait à tous les jours en ligne. Donc, les feux, c'est imaginez que vous et moi, on se suit sur le compte Snapchat et à tous les jours qu'on va s'envoyer une photo, on va gagner un feu. Donc, j'envoie une photo de ma lampe, je te l'envoie, on s'envoie une photo, on gagne un feu. Mais là, imagine, ça fait 429 jours qu'on s'envoie un feu. 429 jours qu'on n'a pas sauté une journée sans laquelle on s'envoie notre feu. Si une journée, on dépasse le délai de 24 heures, et attention, parce que Snapchat va vous envoyer des notifications de vous allez perdre vos feux avec Caroline, vous n'avez pas envoyé de photo aujourd'hui, il vous reste 3 heures pour en envoyer une. Mais si vous m'en envoyez pas une, puis je vous en envoie pas une, là, on retombe à 0. Mais dans les faits, il arrive absolument rien. Je gagne rien que les feux, je perds rien que les feux. Mais combien de jeunes qui ont été en crise parce que le parent disait, ben, il n'y a pas de cellulaire aujourd'hui, on s'en va en camping, il n'y aura pas de réseau, et des crises monumentales de tu ne comprends pas. Alors les jeunes se donnent les accès, un l'autre, ils demandent à leur ami, accèdent à mon compte et envoient les feux pendant mon absence. Donc, c'est fait pour qu'on se connecte. C'est fait pour amener un niveau de dopamine que la vie réelle ne nous offre pas. Et ce qui arrive quand on nourrit notre cerveau de cette dopamine gratuite-là, c'est qu'après, notre cerveau, il recherche ça. Il recherche ce niveau de plaisir-là, plaisir instantané, sans délai ni effort. On peut-tu s'entendre que l'école, c'est pas ça du tout, là? Et c'est très rapide d'avoir les symptômes de sevrage. En seulement 15 à 20 minutes d'écran de loisir, on a des symptômes de sevrage par la suite. Les symptômes de sevrage, c'est une diminution de l'attention et de la concentration, une augmentation de l'irritabilité, une augmentation des symptômes de stress, c'est des fluctuations au niveau de l'humeur, des difficultés à gérer sa colère,
parce que le système nerveux a été surchargé. Donc après, le système, il doit cool down. Mais ce qui arrive, c'est que il vient son pic là, de sevrage où là, les comportements sont orientés vers la recherche de plaisir. Alors, imaginez qu'entre mes cours, je suis sur mes écrans. À l'heure du dîner, je passe une demi-heure sur mes écrans. Et là, je m'en vais en classe après. Je suis en sevrage pendant la première partie de mon cours. Donc, pendant la première partie de mon cours, mon cerveau, mes comportements sont orientés vers la recherche de plaisir. Là, imaginons que je n'ai pas accès à mon cell. Il est dans ma case, je n'ai pas le droit de l'avoir. Ça se peut que je monte aller aux toilettes pour aller dans mon casier regarder mon téléphone. Ça se peut que je vais l'amener dans mes poches même si j'ai pas le droit et que je vais essayer en classe de le faire en cachette ou que je vais aller à la salle de bain pour utiliser mes écrans. Mais là, ce qui arrive, c'est que je reprends des écrans, je reviens en classe, je suis encore en sevrage parce que je me suis redonné une petite shot de dopamine. Mais on s'en donne des shots de dopamine comme ça dans la journée. Et c'est là que ça vient affecter notre fonctionnement. Puis après, si on a des comportements orientés vers la recherche de plaisir, mais ça va amener que je vais tenter de me distraire. Donc, lorsque l'enseignant m'enseigne et que c'est difficile, que ça me demande un effort mental soutenu, je vais chercher à me distraire. Donc, je vais peut-être déranger le voisin, je vais regarder par la fenêtre, je vais faire complètement autre chose, je vais dessiner sur ma feuille. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Que j'ai des problèmes d'attention. Peut-être que mon système nerveux est tellement surchargé que je vais bouger. Parce qu'on sait que les enfants qui s'exposent à 20 minutes d'écran le matin bougent 2 à 3 fois plus que les autres à l'école. Donc, agitation. Problème d'attention, agitation. Pas besoin de faire un dessin pour dire ce qu'on va donner comme hypothèse. Est-ce qu'on est vraiment dans un TDAH? Il faut faire attention. Il faut comprendre ce que les écrans font. Après ça, c'est de dire, est-ce que je veux bannir les écrans? Non, je veux qu'on apprenne à les utiliser pour qu'on soit conscient de l'impact qu'ont les écrans sur nous pour qu'ils servent notre quotidien et non pas nous qui servons les écrans. Puis, dans tous les ateliers que j'ai pu donner aux élèves, d'ailleurs, il y a 2 semaines, est-ce que c'est là 2 semaines? Que j'ai donné un atelier aux élèves dans une école alternative et c'était incroyable. Là. Vraiment, c'était incroyable. Les élèves étaient captivés. Le matin, c'était les plus jeunes, l'après-midi, des plus grands. Et ils étaient curieux, ils voulaient savoir ce qui se passe sur le cerveau, ils posaient plein de questions. Alors, c'est pas vrai que les jeunes ne veulent pas se faire parler d'écran. Les jeunes sont tannés qu'on les chicane sur ce qu'ils font sur les écrans. Puis ils sont tannés qu'on ait brûlé le sujet des écrans avec eux. Ils sont tannés qu'à chaque fois qu'on leur en parle, c'est pour leur dire ce qu'ils font de pas correct, alors que nous-mêmes, on va se le dire, on est loin d'être des modèles. Les adultes passent vraiment beaucoup de temps sur les écrans au point où l'Agence de la santé publique du Canada a émis dans son rapport, a mis en surbrillance qu'il y a une problématique des parents qui sont trop sur les écrans et que ça diminue. En fait, l'écran vient remplacer les moments des activités parents-enfants qui contribuent au développement global de l'enfant, son développement physique, moteur, social. Donc, il faut nous-mêmes commencer à être des modèles. Puis comment faire comprendre, belle question, comment faire comprendre le tout à des ados? Véronique qui demande, c'est de leur en parler. De leur parler de l'effet de la dopamine sur le cerveau, de leur parler que nous aussi, c'est dur de fermer nos écrans. De leur expliquer les impacts potentiels de l'exposition aux écrans, puis surtout de leur dire que le but, c'est pas qu'ils ferment leur écran puis qu'il n'y en ait plus. Le but, c'est qu'ils utilisent à des moments de la journée qui n'affecteront pas leur bien-être et leur fonctionnement. Justement, quand j'étais à l'atelier il y a 2 semaines avec les ados et je leur demandais qui utilise les écrans pour apaiser les émotions, au moins, puis c'est parce que je ne veux pas exagérer, je vais dire 85, là, mais au moins 85% de la salle a levé la main. Utiliser les écrans pour apaiser les émotions, mais évidemment que ça fonctionne parce que quand tu ressens un malaise, et là, tu vas pas bien, tu t'ennuies, ou tu trouves ça difficile ce que tu es en train de faire, ou tu bûches sur un travail dans lequel là, tu trouves pas de solution, tu ressens un malaise, et dès que tu ouvres ton appareil, tu as une distraction puissante qui t'offre énormément de dopamine, qui vient complètement apaiser le malaise que tu es en train de ressentir. Donc, on développe des habitudes, sans s'en rendre compte. Des habitudes, hein, c'est des petites actions qu'on répète très souvent dans le temps, qui viennent ça devient inconscient. On répète ces actions-là et ça devient des habitudes. Par exemple, l'habitude de, quand on arrive à la maison, notre téléphone est sur le comptoir, à chaque fois qu'on passe à côté, on le prend et on regarde si on a des notifications.
C'est pas parce qu'on avait en tête de « Oh, je vais aller voir si j'ai des notifications ». C'est qu'à la simple vue de notre téléphone, on a l'habitude de le prendre et d'apaiser. D'apaiser parce qu'on s'ennuie, parce que peut-être qu'on trouve ça dur de gérer les crises de nos enfants au retour de l'école. Et on peut se le dire, là. La dopamine ici, nos enfants ne nous amènent pas dans cette dopamine-là quand ils chicanent à la maison. Là. Ça fait 2 minutes et quart qu'ils sont rentrés, ils sont déjà en train de se chicaner. Donc, ça se peut très bien que le parent, devant ce malaise-là, puis cette « Ouh, OK, wow, une autre soirée de même qui recommence », bien, il y a un appareil puissant dans les mains qui, en une fraction de seconde, quand tu vas là-dessus, ça t'apaise un petit peu. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu le ranges, puis tu reviens avec tes enfants, le cerveau, il fait comme « Oh, la recherche de plaisir n'est pas avec eux, hein, juste te le dire. Elle est dans tes poches. Va donc en salle de bain faire un caca très long. » Mais c'est ça, c'est qu'après, ça vient hors de notre conscience. On a envie d'aller dessus. Mais on fait, vraiment, je passe bien trop de temps là-dessus. Donc, adulte comme enfant, comme ado, on a une problématique d'écran parce qu'on ne comprend pas encore l'impact que ça a. Donc, comment on va aider nos jeunes? Bien, d'abord, en parler. Ouvrir le sujet, de leur demander vraiment qu'est-ce qu'ils font là-dessus. D'abord, dans les recommandations, là, sur ce qu'on devrait faire pour protéger leur développement, en passant à travers le numérique, on devrait, comme adulte, contrôler et le temps qu'ils passent sur les écrans, le contenu qu'ils visionnent et les moments de la journée auxquels ils vont s'y exposer. Et je sais très bien, j'ai plusieurs parents que j'ai accompagnés ou qui m'ont vu en formation, en conférence, qui m'ont dit « Tu sais, Caroline, je trouve ça difficile parce que c'est vraiment un sujet difficile avec mon enfant en ce moment. Les écrans, ça crée des conflits. » Et évidemment que c'est un sujet qui est difficile parce que les jeunes en veulent. Puis les jeunes disent, voyons, on dirait que tu travailles à me déranger, là. Tu fais exprès pour m'enlever ce qui, moi, me fait plaisir. Toi, tu comprends juste pas, t'es juste trop vieux, là. C'est juste pas de ton temps. C'est comme, excuse-moi, fille, on n'a pas si un grand écart d'âge que ça, là, OK? Mais c'est pour dire que les jeunes n'auront pas envie de s'exposer moins. Mais est-ce que parce qu'ils n'en ont pas envie, on ne doit pas le faire? On n'est pas en train de protéger leur plaisir immédiat, on protège leur santé pour la vie. On protège le cerveau qu'ils développent pour être un humain adapté et fonctionnel comme adulte. Donc, évidemment, ça va passer par accepter de déplaire le jeune, accepter qu'il soit en colère contre nous et de dire aux jeunes, voici ce que j'apprends, voici ce que j'ai appris sur les écrans, voici ce qui m'amène à réviser peut-être notre façon d'utiliser les écrans à la maison, incluant la mienne. Ça ne peut pas être aux jeunes, juste à vous, parce que toi, ton cerveau est en développement, moi, je suis immunisée. C'est pas vrai. Ça affecte énormément le fonctionnement de notre cerveau aussi. Donc, ce qu'on met en place pour les jeunes, on doit le mettre en place pour nous aussi. Puis c'est de dire, voici ce qui va être mis en place, comment tu vois ça, comment tu te sens, mais pas est-ce que tu veux. Pas est-ce que ça te tente. Pas dans combien de temps tu es prêt. Ça ne sera jamais prêt. Personne n'a envie d'être prêt à ça. Personne n'a envie de se faire enlever du plaisir. Donc, c'est de dire à l'enfant, par contre, tu as le droit d'être fâché. Puis je vais prendre soin de toi là-dedans. Puis je comprends là, que tu es vraiment fâché contre moi. Puis ça se peut que tu ne comprennes pas exactement pourquoi je le fais. Mais sache que je le fais pour ton bien, parce que je t'aime et parce que tu es important pour moi. Mais je peux en parler. Si tu as des questions pour moi, je vais y répondre. Si ce soir, tu es trop fâché et que tu as juste envie d'en parler demain, je vais être là pour en parler avec toi, pour répondre. C'est qu'on recommence à en parler. Ça, c'est important qu'on se mette à parler des écrans dans la maison, qu'on démystifie ce que ça fait et qu'on soit des modèles dans notre utilisation, mais des modèles aussi dans... Mais voyons, je suis encore sur mon sel, moi. Ça fait 3 fois que je me dis que je vais mettre mon sel de côté, puis regarde-moi donc, je suis encore dessus pendant que tu me racontes de quoi. Excuse-moi, je vais aller le mettre dans ma chambre parce que clairement, je suis pas capable de me concentrer quand j'ai mon sel avec moi. Donc, attends-moi 2 secondes, ma chouette. Tu vas ranger ton sel dans ta chambre, là, tu fais « Bon, excuse-moi, c'est fatigant. Chaque fois que je lis sur moi, je suis pas capable de décrocher. » Pour qu'il fasse comme « Ah, OK, l'adulte aussi. » Donc, si l'adulte, sa stratégie, c'est de le mettre le plus loin possible, mais ça se peut qu'à un moment donné, je fasse « Non, je suis pas capable de me concentrer sur mon devoir, je suis tout le temps sur mon téléphone. Ah, ouais, ma mère ou mon père vont le mettre dans une autre pièce. Je vais l'essayer. » Puis peut-être qu'ils ne l'essaieront pas tout de suite. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils voient tellement souvent ces comportements-là se reproduire chez les adultes, qui sont des modèles, qu'un jour, ils mettent en place ces actions-là. Et si nous, adultes, on ne le fait pas, s'ils ne sont pas de modèles qui en parlent, qui disent les difficultés qu'ils rencontrent et qui leur parlent de voici les trucs que moi je mets en place pour gérer ma propre utilisation d'écran, comment ils vont savoir quoi faire, comment ils vont savoir que c'est une problématique.
Et les jeunes à lesquels je faisais l'atelier, ils levaient la main entre eux dans « je me cache pour utiliser mes écrans qui ressent de l'anxiété quand il n'y a pas accès à ses écrans rapidement ». Ça levait la main, puis entre eux, il était comme « Oh my God, OK, toi aussi? » C'est comme qui a de la difficulté à se concentrer s'il sait que plus tard, il n'aura pas accès à ses écrans ou s'il sait que son cellulaire n'aura plus de batterie. Donc, et entre eux, ils remarquent « OK, on n'est vraiment pas seul. » Je suis comme « Hey, gang, je peux cocher oui à tout ça, là. Et je suis celle qui vient vous enseigner les écrans. Mon cerveau n'est pas immunisé contre ça. Ces machines-là sont super puissantes. Donc, c'est important de mettre un cadre. De mettre un cadre dans les écoles. Et dans les écoles, bien, d'abord, les jeunes, dans plusieurs écoles, ils n'ont plus le droit, bien, ils n'ont plus le droit dans leurs cours, évidemment. Plusieurs écoles me contactent à savoir, Caroline, qu'est-ce que tu penses des écrans en milieu scolaire? Est-ce qu'on devrait le permettre à la récréation, entre les cours? Moi, je vous dis, je rêve d'une loi qui interdit complètement les cellulaires en milieu scolaire. Parce qu'on affecte directement leur disponibilité aux apprentissages. Et on sait que nos jeunes sont déjà surexposés à l'extérieur des heures de classe. Donc, on ne peut pas, dans notre milieu scolaire, en plus, être un milieu qui dit « Hey, les jeunes, ne soyez pas trop sur vos selles, c'est pas bon pour votre cerveau, mais permettre ça. » Donc, on sait dans les écoles pour qui ils ont complètement coupé les écrans à l'heure du dîner et bien, sur le terrain de l'école, donc plus à l'heure du dîner, plus entre les cours. Très rapidement, les comportements externalisés, donc les conflits, l'agressivité, les problèmes de comportement ont drastiquement diminué. Les élèves se sont mis à se réimpliquer dans des activités scolaires, parascolaires. Les jeunes ont recommencé à jouer sur les terrains sportifs de l'école, sont beaucoup plus occupés et on voit des jeunes qui parlent entre eux. Donc, c'est pas rien. Le milieu scolaire doit être un milieu de socialisation, d'apprentissage, de résolution de problèmes. On doit être un milieu qui contribue à leur développement et on ne peut pas participer à tolérer que les écrans soient là. Cela dit, je comprends très bien qu'il n'y a personne qui a envie d'être la police des écrans. Alors, quand je vous dis, je rêve que ce soit une loi et que ce ne soit pas un adulte porteur de la décision, parce que cet adulte-là va se faire rentrer dedans, et par des jeunes et par beaucoup de parents, qui, eux, veulent rejoindre les enfants sur les heures d'école. Et ça, on l'entend. Oui, mais moi, c'est par sécurité que je le donne à mon enfant. Je veux le rejoindre sur les heures d'école. Il y a encore un téléphone au secrétariat. Si votre enfant a besoin de vous appeler, il y a un téléphone. Si vous avez besoin de le rejoindre pour une urgence, il y a encore des téléphones au secrétariat. On va trouver votre enfant, il est en sécurité à l'école. Et s'il a besoin d'aller à l'école avec un cellulaire pour sa sécurité, moi, je ne l'enverrai pas à l'école, là. Si mes filles, s'ils n'ont pas leur cell, ne sont pas en sécurité physique à l'école, je vous garantis que je les garde à la maison. Donc, quel message ça l'envoie à l'enfant de dire « Garde-le sur toi, c'est une question de sécurité ». Comment on permet à l'enfant de s'adapter dans le monde, d'avoir confiance en ses capacités, de s'adapter alors qu'on lui dit qu'il a besoin d'un appareil pour être en sécurité. Et je peux vous dire, je marie un policier, les appareils cellulaires n'ont jamais sauvé personne. Des agressions, là, cellulaire ou pas, les choses arrivent quand même. Et cela dit, ça ne sauve pas de ce qui se passe en ligne. Il y a beaucoup plus d'agressions en ligne, de violences et de conflits que dans la vie de tous les jours. Donc, faisons attention. Puis je comprends qu'on ne veut pas être le seul parent qui fait « moi, je dis non alors que tous ses amis vont à l'école ». Mais bref, si on m'entend au ministère, qu'on m'entend dans les écoles, que vous questionnez les pratiques, 1, appelez-moi, ça me ferait plaisir de vous soutenir. Mais 2, il faut créer des milieux qui rendent les jeunes disponibles aux apprentissages, disponibles émotionnellement. Et les écrans ne participent pas à ça. Les écrans de loisirs ne participent pas à ça. Je suis en faveur que les écoles enseignent aux élèves comment utiliser les écrans. Parce que nécessairement, lorsqu'on donne des appareils aux élèves pour qu'ils travaillent sur des écrans de travail, ça l'ouvre la porte aux écrans de loisirs. Ça fait entrer dans les maisons des écrans, alors que peut-être des parents, eux, n'avaient pas envie d'avoir des écrans, ou n'avaient pas les moyens, ou pour toutes sortes de raisons. Et là, les écrans arrivent à la maison, mais avec aucun soutien pour les parents, aucun soutien pour l'enfant, sur comment l'utiliser. Quoi faire, comment gérer son temps, comment gérer son envie d'y aller, comment protéger ses données sur Internet. C'est quoi les lois sur Internet? C'est quoi les signes qu'on est trop exposé? Donc, il faut enseigner ça à nos jeunes en leur remettant un appareil. Donc, il faut développer, et je vais m'arrêter sur ça pour les écrans de loisirs. Quand on va donner un écran à un enfant ou quand on va me dire est-ce qu'il est temps d'être sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est prêt? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que le jeune, votre enfant ou celui que vous accompagnez, a les compétences pour être sur cet appareil-là, pour être sur ce réseau social-là, pour être sur cette application-là? Est-ce qu'il a les compétences pour
s'adapter, gérer ce que ça va lui faire vivre, gérer l'information qu'il va voir, gérer ce qu'il va voir. Donc, c'est important de développer leurs compétences. Et donc, ça veut dire, quand le jeune va me dire, ben moi, j'ai envie de faire telle chose en ligne, tous mes amis le font, moi, je veux le faire, plutôt que de dire non, à moins que vous allez garder votre non pour toujours et vous avez absolument le droit, là. Mais si un jour le non va devenir oui, ça va être non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que je sois sécure dans le fait de te laisser aller seule sur Instagram, sur TikTok, que tu aies ton Messenger. Donc, on doit développer des compétences et le temps ne fera pas ça. D'ailleurs, Dr Pagani, qui est une docteure en psychoéducation à l'Université de Montréal, qui a été énormément dans les nouvelles, au 98.5 d'ailleurs, pour parler des recommandations en matière d'écran, elle est très claire que notre cerveau n'est pas compatible aux écrans. Le cerveau n'est pas fait pour se développer devant l'écran et on ne devrait pas donner un appareil intelligent à un enfant. Ça, c'est pas elle qui le dit, c'est les méta-analyses. Donc, on ne devrait pas donner un appareil intelligent à un enfant avant l'âge de 14 ans et les enfants ne devraient pas être sur les réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans parce qu'ils n'ont pas la structure cérébrale pour gérer tout ce que ça fait vivre, toutes les tentations et toutes les problématiques connexes qui viennent avec ça. Anxiété, symptômes dépressifs, isolement, comparaison, problématiques au niveau de l'image corporelle, nommez-les, tout ce qu'on peut voir en ligne, là. Donc, ils n'ont pas la structure cérébrale assez mature. Et là, encore trop d'enfants sont sur les écrans et on ne sait pas ce qu'ils font. Et on dit, ben tant qu'il n'y a pas de problème. Mais généralement, c'est qu'on leur a dit, si tu fais des niaiseries là-dessus, je te l'enlève. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant pour pas se le faire enlever quand il y a des problèmes? Il ne le dit pas. Parce qu'il ne veut pas qu'on y enlève. Donc, c'est là où, revenons en arrière, si nous sommes dans une famille comme parents, parlons des écrans. Parlons, si ça peut vous aider, sur ma page, sur mon site web, pasapa.ca, il y a un onglet « Outils gratuits, prévention numérique ». J'ai fait une capsule que j'ai libérée gratuitement pour permettre d'expliquer la dopamine. Parce que les gens m'écoutent, ils me disent « Oui, mais là, je le comprends. Quand tu m'expliques, je comprends mieux pourquoi le cerveau est autant envie d'y aller, mais j'arrive pas à leur partager. » C'est une capsule qui dure, je pense, 11 minutes, quelques. Montrez-la aux jeunes, parlez-en. Écoutez-la, partagez-la à votre conjoint, votre conjointe. Mais là, à la lumière de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà pour les écrans. C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup à comprendre, à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on en parle? Mais c'est là où je dis, peu importe que vous soyez un parent, que ce soit vous ou pas qui contrôlez les écrans à la maison, si vous êtes un intervenant scolaire, vous êtes un intervenant jeunesse dans une maison des jeunes, vous êtes le médecin de famille, plus on aura d'occasion de parler des impacts des écrans, des recommandations, de leur dire « Savais-tu que ça peut faire ça, les écrans? Non, moi, ça me fait jamais ça. » Ah, ben tant mieux si ça te fait pas ça. C'est que la majorité des jeunes que je rencontre, ça leur fait ça aussi, les adultes d'ailleurs. Sache que si ça t'arrive, c'est normal. Voici ce que tu peux faire pour t'aider. Donc, le plus loin, pour diminuer la tentation des écrans, ça je vous le donne, cette recommandation-là, donnez de la job à votre cerveau pour pas qu'il ait accès rapidement à la dopamine. Le cerveau, il est ultra efficace, mais ultra paresseux. Donc, si le téléphone est à côté de moi alors que je fais mes devoirs, que c'est difficile, que ça me demande des efforts, de la concentration, mon téléphone est à côté de moi, rapidement, je vais juste le prendre et je vais avoir accès à ma petite shot de dopamine. Donc, à ma distraction et à mon renforcement. Donc, la dopamine. Si le téléphone, il est à côté de moi, mais il est fermé, déjà, je donne une étape de plus où, oh, c'est pas si facile d'avoir la dopamine. Mais quoi que, j'ai juste à l'allumer, je vais avoir accès. S'il est éteint, dans une autre pièce, rangé dans un tiroir, je viens de créer beaucoup d'étapes au cerveau pour faire « Oh, là, ça devient de la job ». Mais surtout, je viens d'interférer avec le processus d'habitude. Là, je ne vais pas l'utiliser de façon inconsciente. Je prends mon téléphone, je commence à gosser dedans. Je fais « Oh non, c'est vrai, je me suis encore perdue dans mon téléphone. » Là, il faut que je me lève, que je marche, que je me dise « Je vais aller ouvrir mon téléphone, ouvrir le tiroir. » Là, j'ai le temps de me dire « Attends, là, tu es en train de faire ton devoir. Et là, tu es en train de te lever, de changer de pièce, d'ouvrir, d'attendre qu'il soit ouvert. Là, tu as le temps de faire « Minute, je vais finir mon devoir, je vais le faire après. » Et pour les jeunes à qui j'ai parlé de ça, ils m'ont dit « Ça fonctionne. » Et effectivement que ça fonctionne pour les jeunes ou pour les adultes en milieu de travail. Les écrans de loisirs ont énormément diminué la productivité des employés. Une stratégie que je donne en milieu de travail, c'est mettez vos écrans de loisirs le plus loin et inaccessible que possible pour pas que le cerveau ait la tentation facile en voyant l'objet de renforcement. Le cerveau, il sait que c'est là puis il sait que ça va renforcer vite. Donc, il va avoir une récompense très rapide et très, très forte. Donc, donnez de la job au cerveau.
pour être capable de retarder le moment, puis utiliser à des moments où l'effet de sevrage n'aura pas d'impact sur l'activité après. Donc, idéalement, avant tes devoirs, ferme tes écrans 15 à 20 minutes avant au moins. Moi, je trouve même une demi-heure de buffer, là, comme ça, tu vas être sûr. Ferme tes écrans. Donc, les gens qui disent, ben moi, j'ai le droit au milieu scolaire. Je l'utilise sur l'heure du dîner. OK. Je dirais pas, ferme ton cell, pas d'heure du dîner, du tout, du tout. C'est sûr que dans l'idéal des mondes, c'est ça. Mais là, le jeune, il passe toute son heure de dîner dessus. Donc, ce que je vais dire, c'est comment tu ferais pour les 15 minutes avant d'aller en classe, le fermer. Éventuellement, ça va être la première partie de ton dîner, utilise ton écran. La deuxième partie de ton dîner, va faire autre chose. Range ton téléphone dans ta case, éteins-le, ferme toutes les applications, éteins-le, range-le dans ta case, puis va dehors. Va sur le terrain le plus loin possible de ton cell. Va faire autre chose pour le reste de ton dîner. Ton cerveau va se remettre disponible. Puis un jeune qui est comme moi, c'est no way, là, hors de question que je ferme mon cell à l'école. Je veux être sur mon cell au dîner. J'ai pas le droit beaucoup à la maison. Moi, c'est sûr, je vais l'utiliser. OK, c'est quoi les cours que tu as? On va regarder ensemble les cours que tu as. Je veux dire, ici, 20 minutes avant, tu as des examens, tu as des évaluations. Ce cours-là, il te donne la job, c'est difficile pour toi. Celle-là, donne-toi le buffer pour être disponible pour ces cours-là spécifiquement. Donc, doucement, je fais goûter à ouais, c'est vrai que ça l'aide. Donc là, il y a un renforcement qui vient avec ça aussi, de dire, oh, attends un peu, là, ça m'aide aussi à mieux fonctionner. Il faut qu'il en soit conscient et qu'il le vive. Donc, on y va graduellement. Donc, c'est là où informer, faire de la prévention, c'est une chose, mais être en réduction des méfaits aussi. Il y a des jeunes qui passent déjà beaucoup de temps en ligne, puis que l'idée de retourner 2 heures, c'est impensable, j'en fais 8. Donc, avec un jeune qui fait 8 heures en ligne, je lui dis pas en premier, on va retourner à 2. C'est comment faire pour être à 7,5. Mais surtout, à quel besoin ça répond? Qu'est-ce qui fait que tu as autant besoin d'aller en ligne? Est-ce que c'est ton besoin de distraction? Est-ce que c'est ton besoin d'apaiser des émotions, de gérer ton anxiété, d'arrêter ton hamster dans ta tête? Est-ce que c'est parce que tu es tellement gêné d'aller parler avec des gens qu'au moins socialement, tu n'as pas l'air weird quand tu parles à personne, tu es juste sur ton cell comme la majorité du monde? Donc, aller trouver à quel besoin ça répond. On va aller développer les compétences pour que ce ne soit plus un besoin à répondre, que le jeune soit capable d'y répondre par ses compétences. Et le besoin d'aller sur les écrans va diminuer. Donc, tout ça, ces stratégies-là, évidemment, je vais beaucoup plus loin dans notre programme en ligne. Mais là, pour ce soir, je vais m'arrêter, mais je vous invite à aller sur la page pasapa.ca, onglet outils gratuits, prévention numérique. Vous avez la capsule et plein d'outils gratuits que je vous donne pour faire la prévention des écrans. Donc, est-ce que ça vous va pour ça? Petit pouce, me dire que vous êtes là. Dans 10 minutes, on va faire le tirage du programme base. Donc, si vous n'avez pas mis votre hashtag base, c'est le temps de déposer. Hashtag base pour avoir la participation, pour un accès individuel à mon abonnement au programme de formation en ligne. OK? Donc, je vais me prendre une petite gorgée pour qu'on reparte avec le sommeil. J'aimerais vous demander, à la lumière de ce que vous venez d'entendre, je vous demande d'écrire 2 choses dans la zone de clavardage. J'aimerais la première chose que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez faire pour vous, pour investir votre pilier d'écran de loisirs? De quelle manière vous allez prendre soin de votre propre bien-être et de votre propre fonctionnement en investissant les écrans de loisirs à la lumière de ce que vous venez d'entendre? Donc, on va poursuivre avec le sommeil là, dans quelques minutes. Je vais juste m'hydrater un petit peu, puis je vais prendre un petit peu vos commentaires. Donc, de quelle façon vous investissez la base, le pilier, écran de loisirs pour vous. Et j'aimerais aussi qu'on puisse s'inspirer entre nous à la lumière de ce que vous avez entendu ou peut-être que vous faites déjà dans votre milieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous faites déjà qui contribue à investir le écran de loisirs des jeunes que vous accompagnez, comme parents, comme intervenants, comme professionnels de la santé. Comment vous pouvez investir le avec le jeune ou votre enfant, celui que vous accompagnez. J'ai bien envie de vous lire. Donc, ici, on me dit, le mettre le plus loin possible quand j'ai de quoi d'important à faire ou en présence de la famille. Oui, absolument. Puis, ça fonctionne. Ça l'améliore tellement le temps de qualité de famille. Puis moi, personnellement, je l'expérimente, là. Et le soir, je ferme mon appareil. Je le mets pas dans ma chambre parce que la dopamine est assez puissante qu'elle va me faire ouvrir mon écran. Je vous enseigne tout ça et je ne suis pas immunisée. Donc, moi, mon téléphone, il est dans la salle de bain, éteint. Il est sur le branchement, donc il est en train de se charger, mais il est éteint dans la salle de bain. Et même
il y a quelques mois, là, j'ai vraiment amélioré ma capacité à résister à aller sur mes écrans en me donnant des stratégies. Donc, j'ai brisé mes habitudes, certaines habitudes d'aller sur les écrans. Dès que mon téléphone est près de moi allumé, l'habitude de le prendre revient, là. Mais en fait, est juste toujours là. Ça revient pas, c'est juste toujours là. Mais fut un temps où je l'éteignais, je le rangeais dans la salle de bain, dans l'armoire du haut. Vraiment pour créer le plus d'étapes que possible, là, je donnais de la job à mon cerveau, ça fonctionnait très bien. Dans la routine, pour moi, dans ma routine de dodo avec mes enfants, il n'y a pas d'écran. Le téléphone, il est fermé, il est rangé, il est caché pour ne pas que ça interfère avec la qualité de ma présence auprès de mes enfants. Quand ça chire en fin de soirée, que mes enfants sont fatigués, qu'ils commencent à lirer de fatigue, qu'ils commencent à chicaner, que ce soit long en routine, si j'ai le malheur d'aller regarder ce que quelqu'un m'a texté, ouais, regarde, je t'ai envoyé un TikTok, ou ah, j'ai un courriel qui est rentré, ou ah, quelqu'un me pose une question sur les bases, je peux-tu vous dire que la dopamine est assez forte, là, plus j'ai envie de leur dire, là, allez vous coucher, là. Attends une minute, là. Ce qui affecte ma qualité de présence, c'est pas leur comportement, c'est ma disponibilité, là. Puis moi, j'ai une job à faire là-dessus pour être là pour mes enfants qui ont de la difficulté en fin de soirée à gérer leur comportement. Donc, moi, oui, le mettre le plus loin possible, ça m'aide énormément. Donc, ici aussi, le mettre le plus loin que possible. Fermer mon écran en même temps que celui de mes enfants. Oui, puis ça fait un très beau modèle. Travailler à devenir un modèle positif. En classe, il y a beaucoup d'élèves qui me disent que peut-être que c'est votre outil de travail, je ne le sais pas, là, qui me disent, ben nous, on n'a pas le droit, mais l'enseignant l'a, lui, sur son bureau. Puis on sait que l'enseignant prend des textos pendant l'heure de classe. Ou on me dit que des enseignants qui disent carrément, je vais juste répondre à un message texte. S'il vous plaît, ne faisons pas ça. Puis pour toutes les bonnes raisons, puis des fois c'est quelqu'un pour qui on s'inquiète, puis on veut garder le téléphone proche, puis ne faisons pas ça. C'est très dur de dire aux jeunes, n'adoptez pas ce comportement-là, mais moi je vais le faire, moi c'est correct. Pour être disponible avec nos élèves, ranger notre téléphone le plus loin possible va être assurément aidant. Donc, on y va pour le sommeil maintenant. Je te rappelle, on a encore 5 minutes pour écrire votre hashtag base pour le programme. Donc, si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire encore pendant 5 minutes. Donc, on y va pour le sommeil maintenant. Sommeil, on se rapproche peut-être de votre heure de sommeil à vous. Moi, on a dépassé la mienne. Donc, là, c'est l'adrénaline qui me tient, là. Généralement, à cette heure-là, moi, je dors. À 8h25, c'est mon heure. C'est sûr que je dors. Je suis au lit à 8h. Mais je suis une matinale aussi. Je me lève tôt. Donc, le sommeil, savez-vous combien c'est impliqué dans le bien-être et dans le fonctionnement? Il faut... C'est ça, je vais simplifier pour ce soir, pas qu'on se bourre trop d'informations. Mais je vais juste vous donner quelques statistiques au niveau du sommeil qui sont, pour moi, là, vraiment frappantes. Donc, on sait, là, je vais vous lire quelques statistiques, là, juste pour être certaine de ne pas me tromper. Il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui a émis un rapport qui est l'activité physique et les comportements sédentaires et sommeil. Un rapport de 2024, donc les données super récentes, là, OK? Qui parle des impacts du sommeil chez nos jeunes. Donc, au niveau du sommeil, les recommandations, c'est que du 5 à 13 ans, les jeunes devraient dormir 9 à 11 heures par nuit de façon non interrompue. Pour le 14 à 17 ans, c'est 8 à 10 heures de sommeil par nuit de façon non interrompue. Quand on est du 18 à 64 ans, on est à 7 à 8 heures de sommeil par nuit. 64 ans à 79 ans, on est à le plus régulièrement possible dormir de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Donc, le sommeil, c'est impliqué dans un paquet d'affaires. C'est impliqué dans la consolidation de la mémoire. C'est impliqué dans la croissance. L'hormone de croissance est sécrétée dans la première partie de la nuit et va contribuer justement à renforcer les os, faire grandir les muscles. C'est super important, les hormones de croissance. Donc, on voit que la qualité de sommeil est vraiment importante. Donc, se coucher tôt aussi est important parce que c'est dans la première partie de la nuit que c'est libéré. Donc, si on se couche plus tard, mais cette hormone de croissance-là n'est pas assez libérée. Donc, si c'est sur une base régulière, qu'on se couche de plus en plus tard, mais cette hormone-là n'est pas assez libérée, ça devient problématique. Donc, on sait que le sommeil est impliqué dans notre capacité d'attention et de concentration, dans notre mémorisation, notre régulation de l'humeur, dans notre équilibre psychologique. Donc, c'est impliqué dans un paquet d'affaires et on n'en parle pas assez. On le sait qu'il faut dormir, on le sait qu'on a l'air bête si on ne dort pas, mais autre que ça, quand on a des problématiques de fonctionnement, de bien-être, trop peu questionnent
combien d'heures on dort par nuit. Et quand je demande aux gens combien d'heures tu dors par nuit, combien d'heures ton enfant dort par nuit, on va genre me dire, ah, ben, il va dormir, il respecte les recommandations, là, du 9 heures par nuit, tu sais. Mais là, je demande combien d'heures il dort de façon non interrompue. Pas à quelle heure il se couche puis à quelle heure il se lève. Genre à quelle heure le corps est dans le lit, là. C'est à quelle heure il devient endormi et à quelle heure il se réveille. Donc, on me demande les statistiques, oui, je pourrais les partager sans problème. Et avec le rapport qui vient avec. Donc, c'est combien d'heures au total il a dormi. Et est-ce que ces heures-là, c'est le plus régulièrement que possible ou c'est généralement, ouais, 9 heures, mais 3-4 fois dans la semaine, il dort vraiment pas. Ça, finalement, c'est super long d'endormir, il se réveille plein de fois dans la nuit, il est réveillé le matin, il est fatigué. Donc, est-ce que c'est régulier le plus souvent que possible, la majorité du temps? Est-ce que c'est ça qui dort en termes d'heures? Donc, respecter les recommandations, c'est pas pour rien. C'est là que je vous partage les statistiques. Au niveau des enfants, les impacts qu'il va y avoir d'un manque de sommeil. On sait que chez les enfants qui accusent un manque de sommeil, il y a 17,2% d'enfants qui vont présenter de l'hyperactivité, comparativement à 11,9% qui dorment bien. Ça veut dire que l'enfant qui manque de sommeil, ça va occasionner des problématiques au niveau de l'hyperactivité. Donc, en manque de sommeil, on va aller jusqu'à 17,2% comparativement à 11,9% pour ceux qui ne manquent pas de sommeil. C'est une grande augmentation, là. Donc, le manque de sommeil peut vraiment contribuer à diminuer l'attention, la concentration, la capacité de persévérer, la capacité de fournir des efforts dans un travail qui demande des efforts mentaux soutenus. Donc, au niveau du stress, chez les enfants qui accusent un manque de sommeil, ça va être 21,5% qui va manifester du stress comparativement à 10,3%. C'est un méchant gap là, de 10,3 à 21,5. Puis au niveau de la qualité de la santé mentale, donc ce qui catégorise comme santé mentale faible, ceux qui ont une problématique de sommeil, qui n'est pas une problématique comme un trouble du sommeil, juste qu'ils ne dorment pas assez, 11,2% comparativement à 4,5%. C'est vraiment, vraiment énorme. Alors, quand on consulte pour de l'hyperactivité, pour du stress, pour des problématiques, des symptômes dépressifs, pour des troubles de comportement, s'il vous plaît, pouvons-nous revoir les bases? Investir les bases avant de mettre en place des interventions qui sont plus spécifiques. Les bases doivent donner au cerveau ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Au niveau des impacts sur l'adulte maintenant, on sait que les adultes qui manquent de sommeil, au niveau du stress chronique, vont avoir 36,6% comparativement à 23,2%. Donc, ça augmente énormément le stress chronique que de ne pas assez dormir. Puis, on sait qu'il y a plus d'un adulte sur 4 là, qui ne respecte pas les recommandations en matière de sommeil. Et au niveau de la santé mentale faible, chez les adultes, ça passe de 5,8% à 12,3% lorsqu'on manque de sommeil. Donc, c'est vraiment beaucoup. Au niveau de la mélatonine, c'est une très belle question. Que penses-tu de la prise de la mélatonine pour les enfants ayant des difficultés d'endormissement? La majorité des problématiques d'endormissement ne sont pas des problématiques qui sont d'ordre de la santé. C'est une problématique au niveau de la routine du sommeil. Donc, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Je ne suis pas contre l'administration de la mélatonine lorsque la routine est mise en place, que les bases sont investies et que les problématiques de sommeil perdurent. Parce que le corps a la capacité de sécréter de la mélatonine. Et ce qu'on donne en comprimé est beaucoup plus grand que ce que le corps est capable de produire. Donc, il y a un effet d'habituation aussi. Donc, lorsqu'on va retirer la mélatonine, l'enfant peut continuer à avoir des problématiques de sommeil du fait qu'il ne produit plus la mélatonine parce qu'il y a une substance extérieure qui lui donne. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pas parce que c'est en vente libre que ça n'a pas d'effet à donner sur du long terme. Donc, je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Quels sont les effets à donner de la mélatonine sur le long terme aux enfants en développement? Et il y a des impacts. Donc, ne pas donner de la mélatonine sans avoir l'avis du médecin, sans avoir l'avis du pharmacien, ne serait-ce qu'avoir la bonne dose et que ce soit comptabilisé, que ce soit suivi dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne en continu comme ça pendant que l'enfant se développe. Là où il va y avoir de la mélatonine qui va être administrée, c'est
très souvent chez les enfants qui vont prendre des psychostimulants, qui va venir retarder l'endormissement, retarder la sécrétion naturelle de la mélatonine. Donc, ça va occasionner des problématiques de sommeil. Donc, la mélatonine va être donnée justement pour favoriser l'endormissement de l'enfant. Dans ce cas-là, c'est nécessaire pour ces enfants-là, au sens où le corps ne produit pas la mélatonine de la même façon due aux psychostimulants. Donc, voilà. Donc, au niveau justement du sommeil, comment ça fonctionne, la mélatonine, il faut savoir qu'on fonctionne avec un cycle qu'on dit circadien. Le cycle circadien, c'est le cycle éveil-sommeil qui est en fonction de la lumière du jour. Donc, depuis des milliers et milliers d'années qu'on se développe notre œil. Donc, on a des cellules rétiniennes spécialisées qui vont capter la lumière du jour, qui permettre de réguler notre cycle d'éveil et de sommeil. Donc, on fonctionne avec la lumière naturelle du jour, depuis la nuit des temps. Avant que la lumière et les téléphones arrivent dans nos maisons. On fonctionnait comme ça pendant des milliers d'années. Donc, notre cerveau, lui, fonctionne encore comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que en fin de soirée, quand la lumière diminue, quand les rayons du soleil, dont le rayon bleu, commencent à être beaucoup moins sécrétés, en début de journée, le rayon bleu, qui est un des rayons du soleil, est sécrété en très grande quantité, ce qui va permettre à l'œil de faire « Oh, OK, c'est le temps de se réveiller », donc ça va activer et ça va nous maintenir réveillés. Et là, il y en a de moins en moins qui est sécrété au fil que la journée avance, qui est diffusé, pardon, à mesure que la journée avance et à l'arrivée de la soirée. Donc, on va commencer à sécréter de la mélatonine. La mélatonine, elle va être sécrétée ensuite principalement dans la nuit et son apogée va arriver à 2 à 4 heures de la nuit. OK? Donc, notre mélatonine va être sécrétée en fonction du cycle de lumière normal. Donc, dans plusieurs pays du monde, d'ailleurs, les enfants vont aller au lit par eux-mêmes. Donc, on va se le dire avant, OK? Ou ceux qui ne sont pas encore exposés aux écrans, comme on l'est nous ici, donc ici au Québec, parlant du Québec, c'est que les enfants, ça, dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs cultures, les enfants vont se coucher à l'heure qu'ils sentent leur propre fatigue. Donc, ils vont aller au lit lorsqu'ils se sentent fatigués. Mais si on fait l'exemple du camping, amenons les enfants en camping et restons quelques jours en camping, on va voir que nos enfants, naturellement, vont être fatigués beaucoup plus tôt et vont demander à aller se coucher beaucoup plus tôt parce que le corps va sécréter beaucoup de mélatonine à la tombée de la nuit. Mettons qu'on n'a pas de cellulaire en camping et qu'on n'a pas de lumière autre que la lumière du feu, mais on va être fatigué très rapidement là, en début de soirée. Donc, il faut être comme, mon Dieu, on dirait qu'il est minuit puis il est 8h30. Donc, c'est normal parce que là, on vient à suivre le cycle normal, biologique, éveil-sommeil. Ce qui arrive avec les lumières d'ailes, notamment, qui diffusent la lumière bleue, tous nos appareils, tout appareil confondu, que ce soit des écrans de travail ou de loisirs, ça diffuse de la lumière bleue. En ce moment, je m'excuse, mais vous regardez de la lumière bleue, OK? C'est pas l'idéal avant d'aller au lit, mais c'est là qu'on est le plus disponible en soirée. Donc, faut faire des compromis, OK? Donc, on va voir après comment améliorer votre routine pour vous aider ce soir à dormir, là. Mais le fait d'être exposé à des écrans, la lumière bleue vient freiner la sécrétion de la mélatonine. Alors, en soirée, lorsqu'on s'expose à nos écrans, que toutes nos lumières dans la maison sont allumées, ça vient interférer directement avec notre cycle circadien, éveil-sommeil, donc avec la sécrétion de la mélatonine, l'hormone de l'endormissement. Alors, oui, beaucoup de jeunes et d'adultes accusent des problématiques au niveau du sommeil, mais ce n'est pas une problématique médicale. C'est notre routine qui ne fait plus de sens avec comment notre cerveau fonctionne pour être éveillé et être endormi. Donc, tout est dans la routine. Les problématiques de sommeil se traitent par une routine, une hygiène de sommeil. Et l'hygiène de sommeil, ce que je veux dire, c'est le plus de régularité que possible. Le cerveau, ben, il est plate, OK? On fait le statement, c'est plate, mais ce qui est le mieux pour réguler un cycle de sommeil, ou du moins repartir un cycle de sommeil, là, pour quelqu'un qui a une problématique, c'est de se coucher tous les jours à la même heure et de se lever tous les jours à la même heure. Et au départ, si vous dites par exemple, ben moi le matin je me lève à 6 heures, ben la première journée, si vous avez de la difficulté à dormir le soir, vous n'aurez pas envie de vous lever à 6 heures. Mais le but, c'est de se lever quand même à 6 heures pour être fatigué le soir, pour arriver à s'endormir un petit peu plus tôt. Mais ça veut dire que le soir, avant d'aller au lit, on ne sera pas sur nos écrans. 1 à 2 heures avant d'aller au lit, minimum 1 heure, idéalement 2 heures, on ferme complètement tous les écrans pour ne pas s'exposer de la lumière bleue. On tamise les lumières dans la maison. On a des activités calmes. On propose des activités au cerveau qui ne le surstimulent pas. Donc, on est vraiment dans des activités
qui nous détendent. La lecture, de l'écriture, du dessin, passer un temps de qualité avec son enfant, avec son conjoint, sa conjointe. Donc, peu importe ce que vous faites dans la soirée pour vous apaiser, mais c'est de revenir à une routine qui prépare le sommeil. C'est pas parce qu'on se couche dans un lit qu'on va dormir. Il y en a qui le font. Moi, je suis pas mal comme ça. Je suis assez chanceuse là-dessus. Quand je me couche, je dors. Mais la routine, c'est vraiment ce qui aide le plus. Et avec nos jeunes qui ont des difficultés de sommeil, la clé est dans la routine. La routine étant à quelle heure on se couche. Est-ce qu'on se couche à la bonne heure? À la bonne heure selon le cycle d'éveil-sommeil de l'enfant. On le voit dans le programme, là, le train du dodo, comment le prendre, comment s'assurer qu'on est prêt à rentrer dedans, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, les routines, est-ce qu'ils sont connues, cohérentes, constantes, soir après soir? Ce qu'on veut, c'est entraîner le cerveau à développer des habitudes de sommeil. Habitude, c'est enclencher un processus sans s'en rendre compte, là. Donc, on met en place des actions qui disent au cerveau, là, c'est l'heure d'aller faire dodo. Donc, on va préparer le cerveau en lui donnant plein de cues que l'heure du dodo arrive pour que le cerveau fasse « Hey, c'est vrai, on s'en va se coucher, nous autres, on va commencer à se préparer. » Mais si les cues que je donne, c'est « Ah, là, je finis mes devoirs, en même temps, je suis sur Instagram, mon père écoute la télé dans le salon, ma soeur est en train de faire je sais pas trop quoi à côté. Donc, il y a plein de bruit partout. Puis là, à un moment donné, il faut, OK, ferme tout ça, là, c'est l'heure d'aller te coucher. » Ben, le cerveau, il peut pas faire ça. C'est très difficile. Donc, il y en a pour qui ça fonctionne. Mais là, ou pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, c'est de se dire, OK, mais quand cette personne-là arrive au lit, ça y prend du temps maintenant, là, tamise les lumières, elle se couche, supposant qu'elle n'est pas sur son écran, mais là, ça va prendre un certain temps avant qu'elle sécrète sa mélatonine et qu'elle s'endorme. Donc, cette personne-là est sujet à vivre du stress, de l'anxiété. Le petit hamster, il parle, lui, le soir, là. Puis là, il rappelle en boucle tout ce qu'il a dit dans la journée, qu'il pense qu'il a l'air stupide quand il a dit ça. Puis là, finalement, il se met à dire peut-être que l'autre l'a interprété d'une autre façon. Puis là, ah, demain, j'ai ça. Puis là, j'ai pas pensé à ça. Puis là, tu refais ta vie le soir quand tu es fatigué, là. Puis tu trouves pas des solutions, tu trouves plus de problèmes. Donc, c'est là où faisons attention à ne pas les mettre dans un espace où ils vont devoir être 30 minutes, 45 minutes dans le lit, s'endormir, en attente d'une sécrétion de mélatonine suffisante pour s'endormir. Et là, après, ben, le problème, c'est plus la mélatonine qui est sécrétée, c'est le fait qu'ils sont rendus tellement anxieux que là, ils sont plus capables de s'endormir parce que la nature, il roule. Donc, soyons sûrs que notre routine permet de donner suffisamment d'indices au cerveau que c'est l'heure d'aller au lit. Donc, mes plus grandes recommandations, 1 heure régulière de mise au lit, 1 heure régulière de réveil. On diminue les écrans 1 à 2 heures avant d'aller au lit. On opte pour des activités calmes, mais surtout, si vous êtes un parent, passez du temps de qualité avec votre enfant. Remplir son réservoir d'attention, d'amour, ça vient remplir la sécurité affective de l'enfant qui va permettre de tolérer la distance, le soir, la séparation de la mise au lit. L'enfant qui a peut-être cette anxiété de séparation-là, ou qui, la nuit, va constamment se réveiller pour être rassuré par son parent, parce que tu étais là quand je me suis endormie, mais là, tu n'es pas là, ou est-ce que tu es vraiment dans le salon, je veux pas que tu dormes avant que je dorme. Donc, cette anxiété-là de séparation, on va devoir l'adresser en amont des problématiques de sommeil. On va devoir travailler à ce que l'enfant, consciemment, à ce que l'enfant soit capable, ait les habiletés pour tolérer cette séparation-là avant la mise au lit. La tolérer dans le jour également, qu'il soit capable de s'organiser seul. Très souvent, on voit l'enfant qui a de la difficulté à se séparer du parent le soir, que dans la journée, c'est pareil. L'enfant a besoin d'être entertainé par son parent, il s'occupe que très peu seul, il a de la difficulté à s'ennuyer. Quand il s'ennuie, il va chercher l'attention de l'adulte. Donc, on voit ces mêmes mécanismes-là dans la journée, sauf que le soir, c'est problématique parce que ça vous demande d'être là ou ça vous empêche de dormir ou ça l'empêche de dormir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le programme base, concrètement, comment on accompagne quand il y a des difficultés comme ça, anxieuses lors de la mise au lit, que ce soit la séparation, ou que ce soit l'hamster qui part, ou peu importe, on va adresser ça ensemble dans le programme. Mais ce qui est sûr, c'est la routine, elle est là, la clé pour le sommeil. Donc, on ne peut pas s'entraîner à dormir. C'est un mécanisme qui est autonome. On s'entraîne à apaiser le corps suffisamment et le préparer suffisamment à dormir. Donc, je repose la même question que je vous ai dit tantôt. À la lumière de ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour améliorer votre propre qualité de sommeil, pour investir votre S à vous de sommeil? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour améliorer le S des jeunes que vous accompagnez? Donc, déposez-moi ça dans la zone de clavardage et
je vous partage une stratégie que j'ai mentionnée à une enseignante. Une enseignante qui me dit « Comment je fais, moi, pour investir les bases, le sommeil avec mes élèves. » Donc, je n'ai pas de pouvoir, je n'irai pas les bercer le soir. J'enseigne, peu importe, des mathématiques, des sciences de l'art. Donc, je veux dire, c'est pas dans mon programme d'enseigner le sommeil. Donc, comment j'investis cette base-là concrètement? Quand on va faire la préparation aux examens avec les élèves, quand on va parler de ce qui doit être mis en place, ce qui peut être mis en place pour favoriser leur étude. Donc, voilà, on explique, vous avez toutes ces compétences-là, vous expliquez à vos élèves quoi mettre en place. Ajoutez là-dedans le dodo gagne. Savez-vous que le dodo, ça l'aide énormément à passer l'information de la mémoire à court terme vers votre mémoire à long terme. Le sommeil favorise la consolidation de la mémoire. Donc, les informations qui sont apprises dans la journée, donc dans la mémoire à court terme, pour qu'elles soient placées dans la mémoire à long terme, qui va permettre de ne pas être tout le temps en train de l'apprendre par cœur pour avoir accès à cette information-là. Alors ça, c'est vraiment la mémoire court terme. Donc, je l'apprends d'un coup, là, je me le remémore, dans 3 jours, je me rappelle de rien. Là. Ça, c'est de la mémoire court terme. Pour que ça se consolide vers la mémoire à long terme, pour que j'y ai accès en y pensant, c'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est ça, OK. Donc, pour que ça soit consolidé dans le sommeil, ça s'opère, OK? Ça veut dire que la qualité de sommeil, elle est vraiment importante pour consolider ce qu'ils viennent d'apprendre, ce qu'ils viennent d'étudier vers leur mémoire à long terme pour qu'ils soient capables de le réutiliser dans un autre moment, voire dans un examen. Donc, pour aider les jeunes, voici ce qui va t'aider durant ta période d'examen, ton dodo. C'est préférable que tu dormes plus et que tu étudies moins. Dans le sens où même si tu passes la nuit à étudier, si tu ne dors pas assez, l'information va avoir de la difficulté à passer de la mémoire à court terme vers ta mémoire à long terme. Donc, tu vas bûcher vraiment, vraiment fort, puis le lendemain, tu vas dire, vraiment, Colin, que je ne m'en rappelle pas. Donc, tu vas mettre beaucoup trop d'efforts comparativement à ce que tu as réellement besoin de mettre pour que ton cerveau soit capable de retenir l'information. Donc, tu es allé comme ça par des stratégies sur voici en quoi le sommeil va t'aider. Et c'est sûr qu'idéalement, on va dire aux jeunes, dormez à tous les jours, respectez les recommandations en matière de sommeil. Mais l'idée, c'est de leur faire voir en quoi d'investir le sommeil en ce moment va améliorer ton fonctionnement, va améliorer ta performance. Avec des jeunes athlètes que je peux accompagner, des jeunes qui viennent en consultation, qui sont des sportifs. Et la façon d'investir le sommeil, c'est, on ne fait pas nécessairement toutes les rencontres sur le sommeil, mais c'est ça, OK, avant ta performance, tout ça, voici ce qu'on va mettre en place pour ton sommeil pour assurer que tu performes mieux à ce moment-là. Parce que si tu es fatigué, tu vas avoir plus de difficultés à gérer ton stress. Quand tu gères moins bien ton stress, tu performes moins. Tu performes moins, mais c'est pas ça que tu souhaites. Donc, on va améliorer ton sommeil. Ça va t'aider à gérer ton stress parce que les stratégies de stress, tu les as apprises. Mais quand tu es trop fatigué, tu n'es pas capable de les mettre en place. Le cerveau est trop fatigué. Donc, pour être sûr, pour maximiser les chances que tu utilises tes outils de gestion du stress lorsque tu vas devoir performer, que tu restes en contrôle de toi pendant ta performance, on va miser sur ton sommeil. Puis on va installer ça un bon mois d'avance. On va commencer à travailler ça. Donc, on donne, voici l'intérêt. Je dois y donner l'intérêt. Je dois y donner le goût d'aller dormir. Puis c'est pas en disant, va au lit, ton cerveau a besoin de dormir, que ça va fonctionner. Moi, quand tu me dis ça, je me dis, ah oui, pourquoi mon cerveau en a besoin? Explique-moi, puis ça peut me convaincre. Mais la majorité des gens, ça les intéressera pas. Donc, c'est de dire, on doit les tenter. On doit leur trouver du sens qui fait en sorte que j'accepte de recouper du plaisir pour donner plus de responsabilité. Donc, j'accepte d'être plus responsable parce que ça a beaucoup de sens pour moi, ce que tu es en train de me dire. Donc, on doit ouvrir la conversation, parler avec le jeune, puis rejoindre ses intérêts, rejoindre ses besoins, puis surtout voir à quels besoins les comportements répondent. Le jeune qui se lève plein de fois dans la nuit pour aller voir son parent, à quel besoin ça répond ça, d'aller voir plein de fois? Mais là, c'est clairement d'être rassuré, là. D'aller sur son téléphone, à quel besoin que ça répond, d'être distrait, de gérer son anxiété, de se couper de ses émotions. Donc, ça, c'est important. Quelle est la fonction du comportement? Donc, voilà pour le sommeil. Donc là, je vais aller vous lire dans la zone de chat sur ce qu'on va faire pour améliorer notre S de sommeil. Et là, on a dépassé notre heure pour le tirage. Alors, je vais aller à notre concours, justement. Est-ce que j'ai reçu la... Ah oui, je l'ai ici. OK. Donc, l'image va être partagée sur Facebook après, en guise de preuve. Je vais juste me déposer ça ici. Je le mets sur le bureau. OK. C'est en train de télécharger pour moi.
OK. Alors, la personne qui remporte l'abonnement individuel au programme base est Suzanne Lortie. Alors, Suzanne, tu dois nous envoyer un message à l'adresse, un courriel à l'adresse info@pasapa.ca et on va pouvoir débloquer ton accès. Tu vas avoir accès dès le 25 novembre à mon programme en ligne base. Donc, bravo, Suzanne. Ah, elle est là. Dis merci. Yay! Contente que tu sois encore en direct pendant qu'on annonce le prix que tu as remporté. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Cela dit, on tire à notre fin dans 15 minutes, 13 minutes à 21h, on va se déconnecter pour que vous alliez et que je puisse aller investir mon S de sommeil. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller les déposer tout de suite dans la zone de clavardage. Mais restez à l'affût, je vais organiser des séances de Q&A maintenant. Là, ça fait déjà 3 webinaires que je fais sur les bases. Je reçois beaucoup de questions. N'hésitez pas à me les envoyer à l'avance. Toujours l'adresse courriel info@pasapa.ca ou encore par Messenger. Donc, vous allez directement sur ma page professionnelle. Ne me contactez pas, s'il vous plaît, sur ma page personnelle. Souvent, vous restez dans les invitations, j'y vais pas, donc je vais pas le voir. Et je garde ma page personnelle, Caro Coiré Perso, pour ma famille et mes amis. Donc, allez, ma page professionnelle, Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, sur Instagram. C'est une question, je le garde pour le Q&A. Je vais pouvoir m'y préparer, puis vous pister. Donc, avant qu'on se quitte, je vais revenir à vos questions. Je voulais prendre le temps d'expliquer avec vous c'est quoi l'abonnement école et c'est quoi l'abonnement organisme, parce qu'on reçoit beaucoup de questions et d'appels à ce sujet-là. Donc, vous l'avez vu dans mes publications, je l'écris que l'abonnement école, que l'abonnement organisme. L'abonnement école, elle est là depuis, ça fait 4 ans maintenant que je crée l'abonnement école, là où on me demandait vraiment beaucoup d'aller en conférence dans les écoles, dans les organismes, ce que je fais encore. Pour ce qui était le plus populaire, c'était l'écran et l'anxiété, le plus en demande là, dans mes formations. Alors, j'avais développé l'abonnement école. Cette année, l'abonnement école a complètement changé de mouture et c'est mon programme base. Donc, si vous dites, moi, ce programme-là, j'aimerais vraiment ça y avoir accès, vous pouvez demander à votre école de vous y abonner. Donc, les écoles ont des budgets pour donner des conférences aux parents, pour former le personnel scolaire. Et ces conférences-là viennent s'inscrire dans ce budget-là. Donc, vous pouvez soumettre l'idée à votre école, au conseil d'établissement, à la direction. Si vous êtes un membre du personnel scolaire, vous pouvez aller directement sur la page, sur mon site web, pasapa.ca, vous allez avoir dans l'onglet services et abonnements école. C'est plus simple d'y aller comme ça, là. Sinon, c'est pasapa.ca, base-école ou base-organisme. Donc, vous pouvez abonner l'ensemble de votre école. Quand on abonne une école, la façon que ça fonctionne, les prix sont détaillés sur mon site, il n'y a pas de cachette. Vous allez voir exactement combien ça coûte, comment ça fonctionne, vous abonnez. Ce que ça donne accès, en fait, c'est que tous les parents et les membres du personnel scolaire ont automatiquement accès au programme base pour toute l'année scolaire, donc jusqu'au 31 août de l'année en cours. Donc, ça ne s'arrête pas au mois de juin parce que plusieurs vont l'écouter durant l'été ou vont vouloir avoir des rappels, donc on le laisse disponible durant l'été. Durant l'année scolaire, il y a un webinaire par mois pour répondre à vos questions. Donc, je vous accompagne. Vous avez le programme illimité. Vous pouvez regarder tout au long de l'année. Et une fois par mois, on se branche tout le monde ensemble pour répondre à vos questions. L'abonnement organisme, la façon que ça fonctionne. L'abonnement organisme est vraiment réservé aux intervenants qui travaillent dans les organismes communautaires et dans le réseau de la santé. Donc, intervenants et professionnels de la santé et des services sociaux, c'est l'abonnement organisme. Pourquoi ces 2 abonnements? C'est parce que dans l'abonnement organisme, il y a un webinaire de plus par mois. Donc, où on va se rejoindre, comme je le disais en début de conférence. Donc, on va se rejoindre une fois de plus par mois pour aller vraiment en profondeur dans notre pratique. Dire, voici, je m'en viens vous soutenir dans la mise en place des bases, comment investir les bases avec votre clientèle. Donc, c'est 2 programmes différents. Le premier abonne l'ensemble d'une école. Organisme, vous pouvez choisir d'abonner l'ensemble des intervenants ou quelques intervenants. Cela dit, c'est interdit, évidemment, d'abonner un intervenant et d'en faire profiter à l'ensemble des intervenants. Donc, c'est un abonnement par personne. Donc, toutes les informations sont sur mon site web, pasapa.ca, mais vraiment, si vous avez des questions, vous nous téléphonez, vous nous écrivez un courriel. Le courriel, c'est vraiment le plus rapide. Et on va vous appeler, on va vous donner une rencontre Zoom au besoin pour clarifier le service, voir comment on pourrait vous aider à le mettre en place dans votre milieu. Donc, toutes les informations sont là. Donc, n'hésitez pas. L'an dernier, ça fait déjà plusieurs années, c'est les écoles qui les abonnent.
Donc, les écoles directement s'abonnent. Les centres de services scolaires peuvent abonner l'ensemble d'un centre de services et la santé publique de différentes régions. Ça fait plusieurs années que je collabore avec la santé publique. Eux vont abonner une partie de la région ou l'ensemble de la région. Donc, si vous êtes à la santé publique, si vous êtes dans le réseau de la santé, dans le milieu de l'éducation, c'est différentes voies pour avoir accès au programme base. Donc, voilà. Donc, tout est dit pour l'abonnement. Si vous avez des questions de plus, vous nous contactez. Et bien, si vous voulez l'abonnement individuel, vous pouvez pour vous-même. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le code promo base 30% pour avoir accès à 30% d'escompte sur le prix. Et actuellement, avec le rabais appliqué, l'ensemble du programme, le 10 heures de formation plus l'accompagnement mensuel, vous coûte 100$ plus taxes. Donc, c'est moins cher qu'une consultation. Donc, j'espère vraiment que ça va vous outiller, vous accompagner, vous soutenir dans les bases, revenir à la source, prendre soin de notre santé, nous apprendre à prendre soin de notre santé pour éviter ou pour minimiser les problématiques de fonctionnement et de santé mentale. Donc, j'ai reçu une question. Est-ce que c'est bénéfique de montrer cette vidéo à mes enfants de 14 ans et 11 ans ou c'est trop d'infos en même temps pour eux? Oh mon Dieu, vous allez les endormir là. La petite vidéo sur mon site web pourrait être plus appropriée. Dans l'onglet outils gratuits, pasapa.ca, outils gratuits, prévention numérique, j'ai une petite capsule qui dure 11 minutes sur pourquoi les écrans sont autant addictifs. Ça, vous pourriez l'écouter avec eux et ensuite en discuter. Puis l'idée, c'est vraiment d'en discuter ensemble après. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, que j'offre gratuitement, là. Donc, vous pourriez l'utiliser comme ça. Mais cette longue soirée-là, c'est beaucoup trop d'informations pour les jeunes. Quand je suis avec les jeunes en atelier, donc, c'est très dynamique, interactif. Je leur fais faire des quiz, on fait des jeux, on fait des activités en sous-groupe, je montre des vidéos. Donc, on fait des quiz à l'écran. Donc, c'est très, très interactif et participatif pour avoir leur attention, pour répondre à leurs questionnements, puis être directement aligné avec leur réalité sur les écrans. Donc là, comme ce soir, je parle de votre réalité de parent, de votre réalité d'intervenant. C'est pas aligné à eux. Ça va assurément moins les captiver. Puis, on veut pas que ce soit encore nous dire comment gérer notre vie sur les écrans. Donc, voilà. Donc, je conseille pas de faire visionner cette capsule-là. Jeanne, je vais devoir revenir à cette question-là dans mon Q&A, mais vous pouvez me l'envoyer à info@commercialpasapa.ca. Donc, peut-être rapidement, là, elle dit, un enfant de 6 ans qui étire le temps de lecture avant le dodo, quoi faire? Donc, questionnons-nous à savoir c'est quoi la fonction de ce comportement-là. Est-ce que d'abord, c'est parce qu'il capote sur la lecture, là, puis qu'il est incapable de s'arrêter? Ça, c'est un fichu beau problème. Ce serait peut-être de commencer la lecture plus tôt et de se mettre un minuteur, par exemple, ou un chronomètre, quelque chose qui va indiquer quand c'est l'heure de le fermer, quand le chronomètre est terminé, c'est l'heure de fermer la page, et voilà. Ce qui peut être préférable aussi, comme dans la lecture, on veut pas que ça y coupe en plein milieu d'une page, lui annoncer un 5 minutes à l'avance que ça va être l'heure de la fin. S'il doit terminer, par exemple, à 19h30 sa lecture, à 19h25, lui faire un rappel sur « il te reste seulement 5 minutes », alors voilà, soit termine ta page, termine les 2 pages qui te restent, ou arrête-toi maintenant si tu viens de finir un chapitre. Donc, ça peut être ça. Est-ce qu'il retarde l'heure, est-ce que l'enfant de 6 ans retarde son heure de dodo parce que son train y a passé, puis là, il doit attendre 90 minutes avant de sauter dans l'autre train? Est-ce que peut-être c'est ça? Est-ce que c'est par anxiété? Donc, pendant qu'il lit, c'est apaisant. Et lorsqu'il va fermer, ben là, il n'a pas les capacités de gérer ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il est anxieux. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies de gestion du stress pour voir, ben, entre le moment où tu fermes ton livre et tu t'endors, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour prendre soin de toi qui ne t'empêche pas de t'endormir? Donc, est-ce que je peux lui enseigner des stratégies d'apaisement, des massages de mains, des techniques de respiration, des décomptes pour l'aider vraiment à s'apaiser, mais sans être la lumière ouverte en train de lire un livre. Donc, j'irais dans la fonction, développer des habiletés d'apaisement entre et organiser la lecture pour pas lui fermer sa page. Et là, ferme ça, puis là, fait comme « Ah, je voulais rester juste 2 pages! » Puis que c'est bien plate quand tu es bien captivé dans ton livre. Alors, voilà. Donc, si la question se précise, Jeanne, avec les informations que je viens de vous donner, envoyez-moi votre question par courriel. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le Q&A où on parlera du sommeil. Donc, on me demande l'abonnement individuel de combien de temps pour visionner les capsules vidéo? 1 an. Donc,
tous les abonnements, c'est sur 1 an. Il y a seulement les abonnements école que c'est par année scolaire. Donc, les abonnements individuels, à partir de la date où vous vous inscrivez, vous avez 1 an d'accès à vos vidéos et tous les mois, vous avez des rappels là, pour nos Q&A en direct. Et vous avez toutes les rediffusions des Q&A. Ça se dépose dans votre plateforme et vous avez accès pour les visionner au moment qui vous convient. Donc, voilà. OK. Donc, j'essaie de voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir. Merci. Donc, la question pour l'enfant de 6 ans. OK. Voilà. Je pense qu'on fait le tour des questions. Alors, comme on approche de notre 21h, notre heure de fin, je vous invite à m'envoyer vos questions. Restez à l'affût pour la période Q&A. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page Facebook, vous pouvez déjà le faire suivre la page. Même chose pour ma chaîne YouTube. Dès que je mets les rediffusions dessus, si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez être avisé. Puis mon infolettre, ça reste une façon la plus sûre de recevoir l'information. Donc sur mon site info@pasdapa.ca, vous vous abonnez à l'infolettre, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment, changer vos modalités d'inscription sans nous donner de raison, là. Donc, vous pouvez vous abonner pour recevoir justement les invitations, les codes promo, les outils gratuits que j'offre et tout ça. Est-ce que, dernière petite question, est-ce que la lecture stimule plus le cerveau qu'écouter un audiobook pour un ado qui s'endort difficilement? Non, ça dépend toujours de ce qu'on va lire. Donc, non. Non, mais je dirais que ça dépend vraiment de la personne. Envoyez-la moi en question. Je vais faire la recherche, je vais aller voir la littérature scientifique qui compare les deux pour répondre à cette question-là. Donc, je ne veux surtout pas m'avancer et dire n'importe quoi, là. Donc, je vais aller valider dans les études qui ont été faites comparatives. info@pasdapa.ca. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Oh, José qui était là, José. Ah, je pense à vous, José, Mélanie, je vous aime beaucoup. Donc, merci à tout le monde qui était là. N'hésitez pas si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, si vous pensez qu'un proche, un collègue de travail, un ami, un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de ce webinaire-là, si vous trouvez que ça vous a aidé, que l'information était pertinente, taguez vos amis dessus, partagez le webinaire avec eux directement. Donc, l'idée, c'est d'investir les bases. Et plus on va investir les bases tous ensemble, plus nos jeunes vont avoir ce dont ils ont besoin, les outils nécessaires pour prendre soin de leur santé globale, puis pas juste pour aujourd'hui, pour du long terme. Donc, on investit du long terme quand on investit des bases, et c'est ce qu'on souhaite pour nos jeunes, le meilleur pour leur santé physique, leur santé mentale, et je suis convaincue que ça passe par les bases. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve dans le prochain Q&A. OK? Merci tout le monde. Bonne soirée.